avec les États-Unis et Israël engagés dans une guerre contre l'Iran et le monde entier en subit les conséquences. Pourquoi les gros titres sont-ils dominés par le feuilleton judiciaire lié à la grâce de Netanyahou et la demande du procureur général de révoquer le ministre Ben Gvir? Nous en avons discuté aujourd'hui. Je suis Elena Mazel-Diamant et c'est Basic Law. Ces 2 dernières semaines, nous avons assisté à un événement inédit au Moyen-Orient. La campagne conjointe des États-Unis et d'Israël en Iran a frappé les infrastructures nucléaires, l'arsenal de missiles, la marine et les dirigeants. Et pendant ce temps, l'Iran tente d'embraser la région et de bouleverser les marchés mondiaux. Des missiles et des drones ont été lancés sur Israël, sur les États du Golfe, du Koweït à Bahreïn jusqu'aux Émirats arabes unis, en Irak, au-dessus de la Turquie et en Azerbaïdjan. Nous courons encore plusieurs fois par jour pour nous mettre à l'abri et le nord d'Israël subit les tirs les plus intenses. Il y a eu des victimes. On parle du fait que cette opération pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de Pessah. Les troupes israéliennes, des dizaines de milliers d'entre elles, combattent sur 3 fronts dangereux, contre les dispositifs iraniens depuis les airs, contre le Hamas à Gaza et contre les forces du Hezbollah au Liban. C'est le prix fort que nous sommes prêts à payer pour nous libérer, ainsi que cette région, de l'emprise de fer de l'Iran et de son cercle de feu. Et grâce aux États-Unis, une nouvelle architecture stratégique, miraculeuse, pourrait être en train de se dessiner à travers le Moyen-Orient, avec Israël en son centre. Mais la victoire est encore loin. Et avec la sécurité régionale, l'économie mondiale et les grandes puissances en équilibre précaire, ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Alors voici la question. Pourquoi 2 des plus grandes actualités en Israël la semaine dernière étaient-elles liées au système judiciaire, à savoir la grâce potentielle et cette requête concernant le ministre Ben Gvir? Aujourd'hui, nous allons explorer une réponse à laquelle je reviens souvent. En Israël, il n'y a pas une seule question politique, stratégique, économique ou même religieuse qui ne puisse, en fin de compte, être influencée par le système judiciaire. Qui gouverne? Qui dirige la police? Qui dirige le Shin Bet? Comment l'armée affronte-t-elle l'ennemi? Comment le rabbinat administre-t-il les examens? Qui est poursuivi? Qui est gracié? Qui reste dans la coalition? Tout cela peut passer par la loi. Et malgré tant d'événements bouleversants tout autour de nous, nous avons vu 2 exemples extrêmement importants de cela la semaine dernière. La possibilité d'une grâce pour le Premier ministre Netanyahou est de retour à la une après une nouvelle initiative du président Trump. Maintenant, Trump, comme toujours, a été clair sur ses intentions. Il veut que le Premier ministre se concentre sur la guerre, pas sur un procès pour corruption. À cette fin, il a vivement insisté auprès du président israélien Herzog pour obtenir la clémence. Trump a affirmé que Herzog lui avait personnellement promis à 5 reprises au cours d'une année qu'une grâce allait être accordée. Il a déclaré à la presse « Dites-lui que je le dénonce ». S'exprimant de manière désobligeante, il a annoncé qu'il refuserait de rencontrer Herzog tant que cela n'aurait pas été fait. Maintenant, à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte, enterré sous terre, sous une énorme montagne, vous avez vu les signes qui menaient à cela. La visite de Mike Huckabee au procès de Netanyahou, les tweets de Trump évoquant directement la grâce depuis la tribune de la Knesset, provoquant une explosion d'applaudissements de la part de la coalition. À chacun de ces moments, le système judiciaire avait un choix à faire. Recommander la clémence ou même simplement reporter le procès. Tenir compte de la réalité d'une première ministre en temps de guerre travaillant dans des conditions destinées à réinitialiser non seulement notre propre lutte existentielle, mais aussi une grande partie des relations internationales dans leur ensemble. Au lieu de cela, c'était plein gaz. La première ministre se rendait au tribunal 3 fois par semaine, même lors du pic de la guerre à Gaza, des négociations sur les otages et de la préparation de l'opération contre l'Iran. Il a dû personnellement plaider devant les juges lorsque la sécurité nationale exigeait juste un peu plus de flexibilité. Il a même été rapporté que la police avait tenté d'obtenir un témoignage de Netanyahou au moins 2 fois ces 2 dernières semaines. Maintenant, je crois profondément en la nécessité d'un État de droit fort et en l'indépendance des institutions juridiques. C'est à cela que j'ai consacré ma vie professionnelle en Israël. L'idée même que notre système juridique soit maintenant aussi empêtré dans des pressions géopolitiques me trouble profondément. Les résultats juridiques ne doivent pas dépendre de considérations extralégales. Et pourtant, la loi prend en compte les faits des affaires en permanence pour déterminer ce que nous espérons être le bon résultat.
Il y a une différence entre l'indépendance vis-à-vis d'une influence politique indue et un désengagement total de la société. Pour ceux qui aiment la philosophie politique comme moi, Friedrich Hayek a précisément mis en garde contre cela. Il distinguait la loi qui émerge de l'expérience vécue d'une société, de ses coutumes, de son commerce, de ses jugements sur ce à quoi ressemble la justice en pratique, et la loi conçue par une classe d'experts qui se sont convaincus qu'ils en savent plus que la réalité sociale qu'ils gouvernent. Ce deuxième type de loi a un mode d'échec caractéristique. Il commence à servir sa propre logique interne plutôt que les personnes pour lesquelles il a été créé. Et pour les fans de la juge Antonin Scalia, je plaide coupable, elle et d'autres ont fait un point similaire. Cette loi, qui signifie ce que ses administrateurs décident sur le moment, n'est pas un frein au pouvoir. C'est tout simplement le pouvoir. Mais Scalia et Hayek n'ont aucune influence au Moyen-Orient et nous sommes maintenant dans une véritable impasse. Un bon vieux pétrin, si vous voulez. Si Herzog accorde la grâce alors que justice ait été rendue ou non, et il y a de sérieuses questions quant à la validité des accusations sous-jacentes, il sera impossible pour quiconque de croire que la décision a été prise sur des bases même vaguement juridiques. Netanyahou a déposé sa demande de grâce il y a des mois et rien ne s'est passé jusqu'à présent. Une grâce accordée sous ce niveau de pression extérieure à cette date précise semblera toujours forcée plutôt qu'accordée de bonne foi. Comme il s'agit d'Israël, cette grâce sera sûrement contestée devant la Cour suprême. J'espère seulement qu'elle saura rejeter la requête, ce qui serait juridiquement possible. Mais si Herzog refuse, il fait face à une crise diplomatique avec un pays dont l'armée de l'air, à l'heure où nous parlons, contribue à redéfinir l'avenir stratégique d'Israël ainsi que le sien. Trump a clairement indiqué que c'est aussi une priorité personnelle. Les conséquences politiques, et peut-être même personnelles, d'un refus d'obéir à une demande directe de cette administration pendant cette opération pourraient être graves. Voilà donc le dilemme. Il n'y a pas de porte de sortie idéale, et c'est une profonde ironie, ainsi qu'une tragédie. Qu'au moment où Israël réaffirme sa force et sa souveraineté face aux menaces qui ont défini toute son histoire moderne, ici, chez nous, nous nous retrouvons dans une situation où l'atteinte la plus évidente à notre autodétermination ne vient pas de nos ennemis. C'est une conséquence, du moins en partie, d'un système juridique tellement isolé des pressions politiques et pourtant si prompt à les exercer. Au point qu'il a fait appel au monde extérieur pour arbitrer un débat qu'il n'était pas prêt à résoudre selon ses propres termes. Il y a un autre aspect à cela qui ne fait que renforcer l'idée d'isolement. Donc, même s'il est vrai, par exemple, que le système judiciaire est submergé de dossiers et généralement lent et inefficace, il choisit tout de même son moment pour les affaires qu'il considère importantes. Preuve à l'appui, 6 jours après le début de cette opération avec des missiles qui volèrent dans les airs, la procureure générale Gali Baharav Miar a déposé un document de 450 pages auprès de la Haute Cour de justice. Elle demandait à la Cour d'ordonner à Netanyahou de limoger le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il y a une histoire plus longue derrière, mais nous la garderons pour une autre fois car elle est un peu hors sujet. Je dois aussi préciser clairement que je ne suis pas ici pour débattre des mérites de Ben-Gvir ou de Netanyahou, car je n'approuve ni ne critique les politiciens ou les projets de loi en cours. Ce n'est pas mon rôle. J'évoque les problèmes systémiques à résoudre par consensus pour renforcer l'avenir d'Israël. Revenons à la décision de la procureure générale. Comprenez d'abord le précédent que cela crée, avant même d'évoquer le timing. Ben-Gvir n'est pas sous enquête criminelle. Il n'a pas été inculpé. La procureure générale elle-même a reconnu qu'il n'y a aucune base criminelle pour ouvrir une enquête. Son argument est que Ben-Gvir a violé un accord de compromis qu'il avait conclu avec son bureau en avril dernier concernant son influence sur les opérations de la police, et que cette violation constitue un motif suffisant pour que le tribunal ordonne sa révocation. Oh! Et mettons de côté que même si cela relevait vaguement d'une question juridique, cela menacerait tout de même l'intégrité de la coalition alors que le pays affronte son véritable ennemi juré. D'accord? Pour être clair, nous voulons un procureur général fort et indépendant, capable de conseiller le gouvernement si une politique ou procédure est illégale. C'est pour cela que ce poste existe. Mais là, c'est autre chose. C'est une extension radicale d'une doctrine qui accorde déjà au système juridique israélien un pouvoir extraordinaire.
C'est le pouvoir de forcer la révocation de ministres qui ont été inculpés mais non condamnés pour une infraction. C'est une inversion totale de l'idée selon laquelle vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, la doctrine d'Eri Pinchasi est considérée comme le fondement de 3 décennies d'expansion judiciaire. Mais même le seuil de cette doctrine, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, a été abandonné dans la demande de la procureure générale. Bien sûr, la réaction de la coalition à tout cela a été féroce et immédiate, mais même des membres de l'opposition, des personnes qui se battent contre Netanyahou devant les tribunaux, dans la rue, à la Knesset depuis des années, ont contesté le moment choisi. Est-ce que cela devait vraiment se passer maintenant? Nous sommes en guerre contre le mal véritable. Les gens ont mis leur vie entre parenthèses, quitté leur famille, leurs entreprises, leurs études. En ce moment, nous sommes unis. Nous avons resserré les rangs. Ce n'est pas le moment. C'était le message, et il était juste, car la procureure générale aurait pu attendre le mois prochain. Dans d'autres cas, le dossier est éloquent. Dans une seule affaire devant le tribunal, le bureau de la procureure générale a soumis 22 demandes de prolongation auprès de plusieurs juges sur plusieurs années. Le bureau a même été condamné à une amende par la Cour suprême pour ce comportement. Et bien sûr, l'avis juridique sur la grâce, qui est désormais une question d'importance internationale et géostratégique, que ce soit justifié ou non. Cela a pris des mois. Mais ici, le dépôt était soudainement urgent, et ce que nous pouvons en tirer, encore une fois, c'est que le pouvoir et l'isolement total du système juridique israélien sont presque absolus, et qu'ils sont imperméables même aux exigences de circonstances extraordinaires. C'est du moins mon interprétation. Mais je veux vous en proposer une autre venant de l'universitaire en droit Yuval El-Bashan, qui est avocat, commentateur, et qui n'est absolument pas un homme de droite. Donc, il avait une vision un peu différente de la situation. Le titre de sa tribune sur le dépôt de la procureure générale était « Pas quand le lion rugit ». Le dépôt, écrivait-il, est une grave erreur. Il y a une différence entre protéger les droits et utiliser une procédure judiciaire en plein milieu d'une campagne militaire active pour créer des faits accomplis institutionnels. Déposé. 450 pages en ce moment, écrit-il, donnent à chaque critique du système judiciaire exactement les arguments qu'il réclamait. Il montre aussi que ce n'est pas un cas isolé dans le droit israélien et retrace un schéma de décision judiciaire controversé et jurisprudentielle rendu en temps de crise. La décision de 1995 qui a lancé la révolution constitutionnelle du juge Aaron Barak a été publiée seulement 5 jours après l'assassinat du Premier ministre Rabin. Le pays était dans un état de choc et de deuil incroyable. Une décision de 2006 imposant de sérieuses limites aux assassinats ciblés a été rendue alors que des roquettes Qassam s'abattaient sur Sderot. La décision sur la loi de l'État-nation en 2021, qui a essentiellement ouvert la porte à l'annulation de lois fondamentales à l'avenir, a été rendue alors que le Covid connaissait une forte recrudescence. Et la décision sur la raisonnabilité, première fois dans l'histoire où la Cour a annulé une loi fondamentale, a été publiée 85 jours, soit moins de 3 mois après le 7 octobre, dans un pays brisé qui lutte pour sa survie. L'argument d'El-Bashan est qu'une cour ayant le contrôle total de son propre calendrier a choisi à plusieurs reprises de publier ses décisions les plus ambitieuses sur le plan constitutionnel au moment précis où la société israélienne était la moins en mesure de réagir. Maintenant, je pense que nos analyses se complètent. On ne peut pas avoir un système juridique qui fonctionne dans une dimension parallèle au pays qu'il est censé servir. La conception israélienne de l'indépendance judiciaire a tellement isolé son système juridique de la réalité politique qu'il manipule que cette réalité politique est maintenant en train de s'imposer à nouveau de manière brutale. Et surtout, dans le cas de la grâce, nous constatons maintenant que notre conception de l'indépendance judiciaire a attiré un coup massif contre cette indépendance et contre notre souveraineté nationale. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ce sont ces questions qui ont fait la une à un moment où le monde entier retient son souffle pour comprendre comment la guerre en Iran va évoluer. Avec le ciel en feu à travers tout le Moyen-Orient, avec l'élite de notre jeunesse qui repart au front pour protéger notre patrie, nous ne devrions pas penser à cela en ce moment. Nous ne devrions pas avoir à en parler en ce moment. Mais nous devons garder à l'esprit ce rappel que nous aurons un autre type de défi lorsque la guerre sera terminée.
Discuter de manière constructive avec nos concitoyens, proposer de nouvelles façons de gérer nos lois et notre gouvernance, créer l'infrastructure nécessaire à un État juif fort, libre et prospère. C'est une terrible ironie que ces questions, sur lesquelles nous sommes en désaccord avec notre famille et non nos ennemis, persistent et soient si difficiles. Nos amis, nos proches, mes étudiants se battent pour un avenir dans lequel le monde sera un endroit plus sûr et plus prospère, y compris Israël. Mais le fonctionnement interne de cet État nécessite encore du travail pour être à la hauteur de l'incroyable héritage qu'ils sont en train de construire. Je leur souhaite beaucoup de succès. À la semaine prochaine!